Donc, mesdames, messieurs, je propose de pouvoir commencer cette audition. Comme vous le savez, notre délégation prépare un rapport très attendu sur la continuité territoriale. Donc, Catherine Conconne en visioconférence et Guillaume Chevrollier en présentiel sont les rapporteurs. Engagés en janvier dernier sur le dispositif applicable à la Corse. Notre cycle d'audition va s'achever car nous examinerons ce rapport le jeudi 30 mars prochain. Outre les documents recueillis, nous avons pu mener une réunion plénière, une dizaine d'auditions et des tables rondes sur ce sujet majeur à nos yeux. Nous avons notamment eu les responsables de l'ADOM le 16 février dernier avec un échange très enrichissant dans la perspective de la réforme de l'ADOM 2024. Nos rapporteurs se sont également rendus dernièrement en Guyane et en Guadeloupe pour évaluer les politiques appliquées sur place et les contraintes dans lesquelles elles s'inscrivent. Ils ont ainsi pu arriver à attirer l'attention sur le double défi de la continuité intérieure sur ces territoires. Pour finaliser leurs investigations, nous auditionnons ce matin les représentants des ministères compétents. Nous vous remercions évidemment de votre présence. Nous accueillons donc respectivement pour la Direction générale des Outre-mer Madame Isabelle Richard, sous-directrice des politiques publiques, et Marc Dumelson, sous-directeur de l'évaluation de la prospective et de la dépense de l'État, qui sont accompagnés de Monsieur Yves Goumont, chargé de mission économie territoriale et économie du transport aérien à la sous-direction des politiques publiques, Monsieur Guillaume Vaille, conseiller budget et finances locales, Madame Lounou Nabasque, conseillère parlementaire du ministre délégué chargé des Outre-mer. Pour la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, donc Monsieur Emmanuel Vivet, sous-directeur des services aériens, direction du transport aérien, et pour le ministère de la Santé et de la Prévention, Messieurs Timothée Mons, sous-directeur adjoint, Guillaume Bouillard, chef du bureau à la sous-direction de financement du système de soins de la DSS, et Monsieur Pierre Savary, chef du bureau de la DGOS. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir la parole pour vous présenter en l'occurrence surtout vos observations sur la base de la trame qui vous a été communiquée par la délégation. Je vous laisserai, et ensuite surtout les rapporteurs intervenus pour vous demander des précisions, ainsi que nos autres collègues qui sont en présentiel et en distanciel, qui, je l'espère et j'en suis certain, auront sans doute beaucoup de questions à vous poser. Madame la sous-directrice des politiques publiques, vous avez la parole. Et effectivement, j'aperçois sur l'écran un micro coupé. Oui, mais je vois le micro coupé sur notre écran, à gauche. Catherine, est-ce que tu m'entends désormais ? Voilà, donc en fait, je viens juste de terminer l'introduction, donc tu n'as pas raté grand-chose d'exceptionnel, je te rassure. Donc j'introduisais les débats et je donnais la parole à la sous-directrice des politiques publiques, Madame Isabelle Richard. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous vous remercions d'avoir convié les administrations pour participer à vos travaux sur la continuité territoriale. Tout d'abord, avant de prendre la trame, et nous répondrons avec mon collègue Marc Dumelson de concert, mon collègue qui est en charge des questions du budget et de l'évaluation à la Direction générale des Outre-mer. Nous répondrons à vos questions. Peut-être juste avant de dérouler ce questionnaire, vous dire qu'effectivement, il n'y a sans doute pas Outre-mer une continuité territoriale, mais des continuités territoriales avec des publics et des modalités bien sûr différentes, comme vous le savez. Il y a ce que l'on appelle l'aide tout public, l'aide à la continuité territoriale, mais qui est en fait, qui se concentre sur qui est réservée aux personnes aux revenus modestes, mais qui représente bien sûr l'essentiel de nos concitoyens ultramarins, l'essentiel de nos concitoyens ultramarins. Également les passeports mobilité. Donc, ils sont réservés aux personnes en formation ou qui viennent faire leurs études en métropole. Donc, il est vraiment évidemment essentiel pour ces différents publics de maintenir cette offre de continuité territoriale et de la renforcer. Nous nous y employons régulièrement pour l'adapter aux évolutions des besoins et aux évolutions des contraintes extérieures. Je pense que la dernière évolution que vous souhaitiez effectivement aborder était celle de la réforme de 2021. C'est la première de vos questions.
qui porte essentiellement sur la revalorisation du bon de la continuité territoriale et plus particulièrement une revalorisation pour les collectivités du Pacifique, puisque là on a un premier exemple d'adaptation à la hausse des coûts du transport qui a été réalisé en 2021 et également d'autres adaptations ont été réalisées pour les DROM, notamment un alignement des tarifs, c'est-à-dire que il y a une disparition du tarif simple qui existait pour la continuité territoriale et donc un alignement sur le tarif majoré. Donc c'était une première étape de renforcement de la prise en charge des dépenses de continuité territoriale. Et puis également d'autres adaptations ont été réalisées, notamment pour élargir les bénéficiaires de ce qu'on appelle la continuité territoriale funéraire. C'est vrai que j'aurais dû la préciser aussi au début. C'est encore une autre forme de continuité territoriale pour faire en sorte que davantage de membres de la famille puissent assister malheureusement aux obsèques de leur famille en métropole lorsque cela est nécessaire. Donc sur cette aide, donc peut-être sur une autre réforme qui va bientôt arriver est celle de la prise en charge, de la réévaluation aussi du montant de prise en charge de la continuité territoriale. Un décret doit sortir incessamment et qui permet de mettre en œuvre une mesure qui a été permise par un amendement de la loi de finances pour 2023 et qui permet de réévaluer les montants de prise en charge. Le décret doit sortir d'un moment à l'autre. Il a été signé par les ministres. Et donc là, il s'agit de réévaluer le pourcentage de cette prise en charge par rapport au coût du billet. Donc cette prise en charge pourrait aller jusqu'à 50% du prix du billet, comme cela a été annoncé par le ministre délégué aux Outre-mer, monsieur Carinco. Donc voilà pour deux réformes assez récentes. Pour le reste, ce sera effectivement le projet l'ADOM 2024 qui permettra aussi d'aller plus loin et de prendre en compte aussi de nouveaux besoins, de nouveaux publics. Cette réforme que vous avez soulignée, qui vous a déjà été un petit peu décrite, je crois, par le président et le directeur de l'ADOM, s'explique par un contexte très particulier de cette année 2023. Déjà, il s'agit de la fin des prescriptions de formation professionnelle par l'ADOM, dans une logique de rationalisation, puisque les prescriptions de formation professionnelle sont maintenant prises en charge par Pôle emploi. Et donc cette réforme permet maintenant à l'ADOM de se réinterroger sur ses missions et sur son adaptation aux besoins des ultramarins. Il y a des pistes très intéressantes qui ont été d'ores et déjà définies. Une autre raison, je vais les aborder tout de suite après. Une autre raison de cette réforme, de ces réflexions cette année tiennent aussi à la fin du contrat d'objectifs et de performance. Le COP actuel prend fin cette année en 2023. Autre raison de ces réflexions, c'est le rapprochement avec la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer, la DIEC-FOMVI. Et donc là aussi, il s'agit de prendre en compte ce rapprochement pour ouvrir de nouveaux champs d'action pour l'ADOM. Et bien sûr, l'arrivée d'un nouveau président, d'un nouveau directeur général à l'ADOM doivent permettre de donner une nouvelle impulsion à l'établissement, en lien avec le ministère délégué chargé des Outre-mer. Donc les premières réflexions porte sur l'ouverture de la continuité territoriale. Faut-il effectivement éventuellement revoir les seuils d'accès? Faut-il élargir à de nouveaux publics? Ça, c'est une réflexion très importante, puisque on voit qu'aujourd'hui, certes, effectivement, il faut aider les étudiants, mais il y a sans doute, effectivement, il faut sans doute s'ouvrir aux porteurs de projets. Nous avons un exemple très, très concret qui est celui des startups d'outre-mer. Nous avons la chance d'avoir une French Tech dynamique outre-mer et il y a une sorte d'inégalité entre les startups ultramarines et les startups de métropole, puisqu'elles ne peuvent pas se rendre comme elles le souhaitent pour participer à des salons en métropole ou rencontrer des investisseurs. Donc ça montre effectivement que les porteurs de projets doivent sans doute profiter davantage de la continuité territoriale. Donc c'est le champ des réflexions
qui sont en cours aujourd'hui. Il y a également tout le champ de l'accompagnement des étudiants, puisque c'était déjà un champ que nous avions beaucoup poussé. L'ADOM accompagne les étudiants, les personnes en formation en métropole, mais effectivement, il faudrait qu'elle les accompagne davantage sur l'ensemble de leur projet, c'est-à-dire que le projet soit défini très en amont avec ces jeunes pour qu'ils aient aussi un projet de retour quand ils le souhaitent, des offres d'emploi, qu'ils puissent aussi profiter d'une certaine réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En parallèle, nous menons ces réflexions pour se projeter dans les emplois de demain et pas simplement effectivement dans les emplois d'aujourd'hui. Donc cette réflexion a débuté en Guadeloupe. Un autre champ de réflexion porte sur le dispositif cadre d'avenir qui existe aujourd'hui pour Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Donc ce dispositif a montré tout son intérêt et lorsque nous avions commencé à échanger avec des acteurs notamment de Guadeloupe ou de la Martinique, ils s'étaient montrés particulièrement intéressés par ce dispositif qui en fait repose sur une aide qui est versée à l'étudiant qui vient faire ses études en métropole, mais effectivement à condition que ces études correspondent à un besoin des entreprises ultramarines. Encore une fois, on est sur la partie GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc cette aide permet de verser une aide à l'étudiant, une aide supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec la prise en charge du billet pour les étudiants par l'ADOM. Et en échange de cette aide supplémentaire, l'étudiant s'engage à revenir ensuite au terme de ses études et sachant qu'il peut aussi avoir un court emploi aussi à la sortie de ses études dans l'Hexagone. Donc l'étudiant s'engage à revenir dans son territoire d'origine. Donc c'est un processus pour lequel nous avons travaillé beaucoup, nous avons largement travaillé avec les acteurs de Guadeloupe et il sera mis en œuvre et de Saint-Martin également. Et donc, il sera mis en œuvre à la rentrée 2023 pour les étudiants de Guadeloupe et de Martinique. Et effectivement, l'expérimentation aussi concerne, c'est dans le cadre d'une expérimentation, pardon. Et cette expérimentation concernera aussi la Martinique, mais en décalé à partir de 2024, puisqu'il y a tout un travail préalable qui est nécessaire. Donc, voici quelques exemples d'avancées. On a effectivement là pour l'expérimentation, on pourra très bientôt, effectivement, vous pourrez très bientôt découvrir le texte qui permettra cette expérimentation qui est en cours de finalisation également et de signature également. J'ai évoqué les réformes récentes, celle de 2021, celle qui doit intervenir par un décret permettant de rehausser les plafonds. Et j'ai effectivement voilà un petit peu à grands traits les travaux qui sont menés dans le cadre du projet l'ADOM 2024. Donc on est vraiment dans l'idée que de plus en plus l'ADOM est une action très complémentaire par rapport aux formations dans les territoires. Je pense que c'est très important d'assister sur cette complémentarité. Les formations de l'ADOM ne sont pas concurrentes, bien sûr, d'une formation dans les territoires. Et nous nous félicitons aussi de divers indices qui montrent que, de plus en plus, il y a une articulation entre les formations de l'ADOM, et la formation aussi professionnelle qui existe dans les territoires, et aussi entre la formation, bien sûr, des étudiants dans l'Hexagone par rapport à celle qui existe dans les territoires. Et certains chiffres semblent attester que, il y a de plus en plus, effectivement, cette complémentarité qui montre encore une fois qu'il n'y a pas du coup de concurrence, mais une complémentarité de plus en plus recherchée et un effort aussi d'aide au retour également des jeunes qui viennent se former grâce à l'ADOM. Un petit indice sur cette partie effectivement d'augmentation aussi des formations dans les territoires, qui me donnera l'occasion de donner quelques chiffres aussi sur le nombre de personnes accompagnées. S'agissant du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, effectivement, on a des chiffres de bénéficiaires qui ont largement fluctué, bien sûr, dans les années qui viennent de s'écouler, et ceci, bien sûr, en lien direct avec l'impact de la crise sanitaire. Il y avait 5000 bénéficiaires, il y avait 5000 bénéficiaires. Et donc, auparavant, avant la crise, 4000 en 2019.
1600 en 2020 et un léger redressement en 2021-2022 à 2500 puis 2700 bénéficiaires en 2022. Donc certes, effectivement, cette baisse est à imputer en premier lieu au rapprochement entre l'ADOM et Pôle emploi qui effectivement fait que Pôle emploi prend en charge les prescriptions, mais cette baisse s'explique également par le développement de l'offre de formation locale et puis aussi le développement des actions en distanciel. Donc les habitudes ont en partie évolué aussi, les habitudes de formation ont en partie évolué en lien avec la crise sanitaire. Et voilà, ça montre bien effectivement aussi le développement ces chiffres montrent aussi le développement des formations dans les territoires. Pour continuer aussi sur quelques chiffres, et l'impact de la crise sanitaire. S'agissant de la continuité territoriale, les bénéficiaires s'élevaient à 23 000 personnes jusqu'à la crise. Ce nombre a chuté à 7 000 en 2020. En 2022, on compte 50 000 bénéficiaires, mais il faut tenir compte, je pense que vous avez sans doute dû le noter pendant vos travaux, du report de l'aide de la région Réunion sur le dispositif national. Et donc, le nombre de bénéficiaires de l'île de la Réunion est monté de 3 000 en 2020 à 28 000 en 2022 et représente aujourd'hui 56% de la continuité territoriale de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et s'agissant du passeport pour la mobilité des études, on comptait 11 000 bénéficiaires par an avant la crise. Bien sûr, il y a une dépression pendant la crise, et mais plus légère, puisqu'en fait, le nombre s'est réduit à 10 000 étudiants et se redresse légèrement en 2012 à 10 500 étudiants. Voilà quelques éléments éclairant un petit peu les réformes et la volonté, encore une fois, de bien prendre en compte tous les enjeux qui sont aussi ceux de vos travaux à travers le projet de service l'ADOM 2024 pour faire en sorte que l'ADOM soit de plus en plus au service de nos concitoyens ultramarins et puisse s'adapter de manière très, très fine aux besoins qui sont identifiés et aux différents enjeux. Peut-être pouvons-nous continuer, si vous le souhaitez, sur la partie budgétaire, parce que j'ai terminé par une quantification du nombre de bénéficiaires, et le miroir de tout cela est aussi les dépenses budgétaires et leurs évolutions au cours de ces récentes années. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, effectivement, sous l'angle budgétaire, je vais peut-être commencer par rappeler ce que vous avez bien en tête, c'est-à-dire que l'ADOM est alimenté par les deux programmes budgétaires du ministère délégué chargé des Outre-mer, donc le programme 138 Emploi, qui supporte tous les dispositifs de formation professionnelle avec tout ce que ma collègue vient de signaler d'évolution en termes de prescription, et le programme 123, Conditions de vie outre-mer, qui lui porte la continuité territoriale proprement dite. Alors c'est important parce que les chiffres que je vais vous donner, je vais essayer de pas trop vous en donner, mais vous en donnez quand même, ne portent que sur la dimension continuité territoriale. Il y a aussi, bien entendu, des crédits d'intervention sur la partie formation. Donc je ne vais peut-être pas remonter, en tout cas dans les chiffres que je vous donne, jusqu'à 2013, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Ce que je peux peut-être faire, c'est faire un petit focus sur 2022, 2023, et puis donner quelques indications sur la trajectoire qu'on a retracée depuis 2013. Alors, il y a, dans ce qui est versé à l'ADOM, aussi une subvention pour charge de service public. La subvention pour charge de service public, c'est ce qui est donné à tout opérateur à partir du moment où il a effectivement des charges pour répondre, charges internes pour répondre aux obligations qui lui sont faites. Alors cette subvention n'évolue pas d'une façon majeure d'une année à l'autre. Elle était en 2022 de 7,3 millions. Elle est du même niveau, en 2022, donc 7,3 millions. En 2023, elle est du même ordre de grandeur.
L'ADOM a eu certaines années, vous l'aurez dans les chiffres aussi, des dotations spéciales pour investir en interne. Ça a été le cas en 2017 et en 2019 pour pouvoir travailler sur ces systèmes numériques, les produits, les applications métiers, les applications budgétaires, leur interfaçage. Ça représente sur la période 2013-2023 2,7 millions. C'est pas dimensionnant, mais enfin, il faut l'avoir en tête. Sur la continuité territoriale proprement dite, donc là, les chiffres agglomèrent la continuité territoriale j'allais dire de Monsieur Tout le Monde, hein, c'est les déplacements pour tout motif qui sont, comment dirais-je, aidés par l'ADOM sous condition de ressources, mais aussi la partie continuité territoriale des dispositifs de formation. Donc on a bien les deux dépenses. En 2022, elle était de 23 millions, je parle des crédits disponibles, hein, des crédits votés, et en 2023, évidemment, il est supérieur puisque les amendements qui ont été adoptés en projet de loi de finances sont venus augmenter la dotation. Donc on est à 30 millions en 2023 en termes de crédits disponibles. Voilà. Alors ce qu'on constate dans la trajectoire, donc vous aurez encore une fois les chiffres, c'est effectivement le poids relatif de la Réunion qui est évidemment considérable, et on en voit les effets à deux moments. On en voit les effets entre 2014 et les années qui suivent, avec une réduction assez significative des crédits parce que le dispositif mis en place par la région Réunion a aspiré la demande, et on en voit en sens inverse en 2022 et en 2023 les effets, puisque là la dépense reprend. Les chiffres en termes de volume de demande vous ont été donnés à l'instant par Isabelle Richard. Donc c'est effectivement quelque chose qui est immédiatement décelable dans les chiffres. Alors ça c'est en termes de crédits disponibles. En termes de crédits consommés, en 2022, tout DROM confondu, on était à 16,5 millions. Voilà, avec, alors je le précise, hein, la continuité funéraire, qui est un dispositif important évidemment de par sa portée sur le principe, il reste faible, hein, année après année en termes de consommation. Sur 2022, on était tout DROM confondu à 130 000 €. Donc c'est quelque chose qui, alors pour différentes raisons, il existe des régimes assurantiels, il existe peut-être aussi une méconnaissance du dispositif, enfin tout ça est à analyser, mais c'est quelque chose qui ne consomme pas beaucoup. Donc tout DROM confondu, 16,5 millions, disais-je, en 2022. Évidemment, les chiffres 2023, nous ne les a pas encore. Sur le Pacifique, on est sur 2022 à une dépense de 4,5 millions. Voilà, donc 3 millions 100 sur la Nouvelle-Calédonie, à peu près 500 000 € sur Wallis et Futuna et 1,1 million sur la Polynésie française. Voilà, alors évidemment, on vous donnera tous les chiffres depuis 2013, mais je ne vais pas vous infliger une longue litanie de chiffres qui perdraient tout le monde. Monsieur le Président, j'ai oublié d'indiquer dans les aspects aussi de nouvelles mesures, également 2 mesures à attendre pour 2023. J'ai évoqué la revalorisation des montants maximum de prise en charge. Effectivement, j'ai oublié d'indiquer également qu'ont été votées en loi de finances une mesure pour renforcer la continuité territoriale pour les personnes effectuant des VAE, des validations d'acquis de l'expérience, avec un montant de 1 million en dotation supplémentaire. Et puis également une revalorisation de 1 million d'euros
€ pour le deuxième accompagnant familial d'enfants évacués sanitaires, puisqu'aujourd'hui, la sécurité sociale prend en charge le déplacement à 100% du premier parent, mais pas du deuxième parent. Donc, effectivement, nous travaillons aussi sur une disposition complémentaire qui a été demandée par plusieurs parlementaires. Merci. Je propose maintenant de laisser la parole à M. Vivet, de la DGAC. Monsieur le Président, bonjour. Emmanuel Vivet, donc de la direction du transport aérien. Quelques observations donc, sur le transport aérien avec les Outre-mer. Les départements d'Outre-mer sont des territoires européens et à ce titre, ils sont inclus dans le régime européen du marché intérieur, qui est un marché libéralisé. Toute compagnie européenne peut, à tout moment, commencer un service entre notamment la métropole et n'importe quel des DOM, et entre les DOMs entre eux, sans avoir besoin d'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile, sur simple notification qui nous parvient de nos systèmes informatiques. Ce qui permet donc aujourd'hui d'avoir 3 compagnies aériennes qui desservent les Antilles, 4 compagnies qui desservent la Réunion, 2 sur Cayenne, pratiquement 5 sur Tahiti si on compte les compagnies américaines qui se précipitent à Papeete actuellement. La Nouvelle-Calédonie est un cas particulier, particulièrement loin avec Air Calin, et puis 2 transporteurs sur Mayotte aujourd'hui. Donc c'est un niveau de concurrence qui est élevé pour des lignes long courrier que nous connaissons sur très peu de liaisons de cette longueur. Le régime économique est tel que finalement les transporteurs cherchent comme toujours à gagner de l'argent. Air Caraïbes est une entreprise privée, French Bee également, du même groupe familial. Corsair est une entreprise détenue par des intérêts privés. Air France est détenu effectivement à 28% par l'État, mais a un comportement d'acteur privé dans la mesure où il est coté en bourse. Donc ces entreprises cherchent à gagner de l'argent. Les marges, d'après nous, sont assez faibles, voire négatives. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir de la faillite d'AOM Air Liberté, de celle de XL Airways en 2019, d'Open Sky Level qui a arrêté ses services en 2020 et a fermé ses mises en liquidation judiciaire. Corsair qui a eu besoin d'un plan d'aide en 2020 et Aerostral tout à fait récemment, comme nous le savons tous. Donc ce sont des lignes qui sont concurrentielles et la concurrence fait son œuvre. On peut regarder le sujet d'un autre point de vue qui est celui des tarifs. Nous n'avons pas l'obligation de suivre les tarifs sur toutes les liaisons du monde. Il y en a environ 1500 qui touchent la France, mais on le fait sur un certain nombre de liaisons, on le fait sur les DOM-TOM depuis un certain temps. Donc l'administration a monté un robot tarifaire qui interroge les sites internet, qui remonte de l'information, pas sur toutes les classes de réservation, parce qu'il y en a 16, mais sur un certain nombre de liaisons et un certain nombre de classes. Et donc on a un bon suivi sur les DOM. Nous arrivons aux conclusions suivantes, qui est que, certes, les tarifs ont augmenté en 2022. Ils avaient diminué en 2021, en sortie de crise. Ils ont augmenté parce que le prix du kérosène, principalement, a monté de 94% d'après nos observations entre septembre 2021 et septembre 2022. Je parle du prix du kérosène en euros, car le dollar a monté. Donc, comme le kérosène se paye en dollars, est indexé sur le dollar, on a un double hausse à prendre en compte. Dans le cas particulier des Antilles, il y a une petite hausse qui a été rajoutée à travers la SARA de 15%. Au total, cette hausse est nécessairement répercutée en tout ou partie sur les transporteurs, sur les passagers, pardon. Et ça, c'est pour l'évolution. Pour ce qui concerne le niveau des tarifs, au risque de vous surprendre, nous pouvons affirmer qu'en T-crise en 2019, le tarif au kilomètre et aux passagers était sur les liaisons vers les DOM 33% plus bas que la moyenne mondiale de distance comparable. Et au risque de vous surprendre à nouveau, à l'arrivée, enfin je me place à l'automne 2022, fin de notre étude analytique à ce moment-là, mais on ne doit pas être très loin, dans un contexte inflationniste général de toutes les liaisons dans le monde, le tarif au kilomètre passager transporté était à ce moment-là 41% plus bas que la moyenne mondiale. Mondiale, je veux dire toutes les compagnies sur toutes les liaisons, que ce soit Tokyo,
Tokyo, Brisbane, voilà, on mélange tout, on prend les Indiens, les Chinois, toute l'Afrique, toute la concurrence internationale au départ des États-Unis, on arrive à 41% plus bas que la moyenne mondiale. Cependant, il est certain que la saisonnalité des tarifs est plus grande sur les DOM qu'elle ne l'est sur des lignes long courrier. Elle l'était avant la crise et elle l'est toujours, cette saisonnalité, et même elle s'est un peu accentuée. Et donc le ressenti des passagers qui achètent un billet peut être assez fort si, évidemment, on achète un billet une semaine avant. Et si en plus c'est la mauvaise période, on peut tomber sur des prix élevés dont on se souviendra longtemps. D'un point de vue réglementaire, nous ne disposons pas d'outils d'encadrement des tarifs qui sont libres. Comme je l'expliquais précédemment, c'est un régime libéralisé, article 22 du règlement européen pertinent. Il y a une petite exception depuis 1997, et je remarque que cette exception est antérieure au règlement européen, sur les jeunes dont les DOM, donc pour les moins de 2 ans, les moins de 12 ans et les moins de 18 ans, il y a des réductions obligatoires. Ces réductions sont prises en compte par les transporteurs qui nécessairement les répercutent sur les autres voyageurs, puisque comme il n'y a pas de compensation, ils agissent de cette manière, c'est normal. Et puis, je crois que vous aviez des questions sur la Guyane, qui est un régime particulier, puisqu'en Guyane, le territoire est très dense, très grand, très particulier. Et donc, il y a des liaisons absolument indispensables à la continuité territoriale pour l'activité économique, la population, les études, entre un certain nombre de villes cayennes. Maripasoula, Saül, etc. Donc il y a 5 lignes d'aménagement du territoire qui sont installées dans le territoire guyanais. Ce sont des lignes qui sont intérieures à la région guyanaise et par conséquent, elles dépendent de la région guyanaise. La région guyanaise prend elle-même les obligations de service public qu'elle estime nécessaires. Nous sommes à sa disposition pour l'aider, nous le faisons bien sûr. On peut constater une amélioration du dispositif. Nous pensons que le dispositif s'est amélioré en 2021 lorsqu'il est passé d'une aide à la personne à un système de délégation de service public où on demande aux concurrents, aux transporteurs, de proposer la compensation la plus basse possible afin qu'ils soient retenus. C'est ce que nous pratiquons en métropole et nous pensons que c'est la meilleure manière, en tout cas elle est moins inflationniste que la méthode consistant à aider chaque voyageur à voyager. J'en ai fini, Monsieur le Président, et je me tiens disponible si vous avez des questions. Merci. On va maintenant passer au ministère de la Santé et de la Prévention pour les propos introductifs. Bonjour à tous. Donc Guillaume Bouillard pour la direction de la sécurité sociale. Je crois qu'une de vos premières interrogations portait sur le niveau de prise en charge des patients au sein des territoires eux-mêmes, avant même de parler des EVASAN. Peut-être en propos liminaire dire que l'action des ministères de la Santé et des comptes publics consiste avant tout à accompagner, voire à développer l'offre de soins dans les territoires pour limiter, tant que faire se peut, le besoin au recours des EVASAN, mais que ceci reste néanmoins parfois nécessaire. Sur le territoire, je crois qu'une de vos questions était de savoir, en cas d'éloignement du domicile du patient par rapport au lieu de prise en charge sur le territoire lui-même, quelles étaient les conditions de prise en charge. Donc sur les charges de soins, la prise en charge est celle du droit commun. Sur les transports sanitaires, peut-être rappeler que le Code de la sécurité sociale prévoit 11 motifs de prise en charge par l'assurance maladie des transports sanitaires, dont les transports liés à une hospitalisation par exemple, les transports en ambulance quand l'état du malade le justifie, ou les transports à un lieu distant de plus de 150 km. Un dispositif qui peut aussi être mis en avant et qui trouve à prospérer dans les territoires d'outre-mer, c'est celui dit des hôtels hospitaliers qu'on appelle l'hébergement temporaire non médicalisé, qui a été expérimenté à partir de 2015, généralisé en 2021, et qui, sur prescription médicale, permet qu'un patient puisse être hébergé quand les conditions, notamment d'éloignement, le nécessitent, sur le site hospitalier ou dans un hôtel qui a un partenariat avec l'établissement. Dans ce cadre-là, le dispositif est aussi ouvert aux patients évassanés,
en métropole, et les plafonds qui existent de nuitées, à savoir 3 nuitées consécutives sans acte ou 21 nuitées rattachées à un séjour hospitalier, sont levés pour les patients d'outre-mer qui sont évassanés. Et donc qui permettent du coup un hébergement de ces patients en métropole sur un site non médicalisé, donc proche de l'établissement qui lui dispense les soins. Ce dispositif, je disais, est très mobilisé, notamment à La Réunion, où depuis sa généralisation en 2021, c'est encore récent, hein, le dispositif est en cours de déploiement. 15 000 nuitées ont été réalisées, soit à peu près la moitié du quantum du total du dispositif. Donc, je disais, les Evassan, malgré tout, on en compte environ 700 par an qui répondent aux critères stricts des Evassan, critères qui ont été rappelés dans une instruction récente de décembre 2022, dont vous avez probablement connaissance, qui définit ce que sont les Evassan, à quels critères cumulatifs répondent ces Evassan, et quelles sont les modalités de prise en charge. Qu'est-ce qui est pris en charge et par qui? Il y a 2 vecteurs de financement pour les Evassan, directement par la caisse d'assurance maladie ou par l'établissement qui organise l'évacuation selon que l'Evassan soit organisé par un avion de ligne régulière ou par un avion sanitaire. L'assurance maladie prenant en charge directement les dépenses dans le cadre d'évacuation par un avion de ligne régulière. Et l'établissement prenant en charge les frais liés à une évacuation par avion sanitaire. Dans ce cadre-là, sont pris en charge évidemment le transport du patient lui-même, de l'équipe soignante, mais également d'un accompagnant pour un assuré ou un ayant droit, soit parce que son état le justifie, soit parce que le patient évassané a moins de 16 ans. En complément de ce dispositif, le Fonds d'action sanitaire et sociale des caisses peut prend le relais même régulièrement. Et comme je crois c'est souligné dans votre questionnaire, pour les CGSS, ces actions en faveur, en complément des prises en charge des Evassan est particulièrement prégnant dans les territoires d'outre-mer. Au dernier recensement en 2019, on comptait 2,7 millions d'euros engagés au titre de ce fonds d'action sociale et sanitaire au profit, en accompagnement de dispositifs d'Evassan, soit un peu plus de 50% en moyenne de la dotation dite paramétrique de ces caisses. Il n'en reste pas moins que ce fonds d'action sociale, évidemment, intervient en fonction de la situation sociale et souvent sous condition de revenus des patients. Donc du coup, ce ne sont pas des dispositifs et un accompagnement qui est ouvert à l'ensemble de la population, mais bien sous conditions. Vous aviez également des interrogations sur le fait que les Evassan prennent en charge depuis le domicile du patient ou entre établissements. Alors le principe de l'Evassan, c'est que c'est pris en charge, c'est un transfert d'établissement à établissement, parce qu'une des conditions, c'est que le patient soit hospitalisé. Pour autant, des relais sont prévus par les transporteurs sanitaires, par le transport sanitaire, tel qu'il est prévu qu'il soit pris en charge par le Code de la sécurité sociale. Sur le nombre d'accompagnants, donc un accompagnant est prévu, donc je disais pour les enfants de moins de 16 ans notamment, ou quand l'état du tiers ou de l'ayant droit le justifie. Sur les modalités de prise en charge, la règle générale est que c'est plutôt ou la caisse d'assurance maladie ou l'établissement qui fait l'avance de frais, mais en vie réelle, on observe un peu tous les cas de figure. Il n'est pas rare qu'une famille fasse même l'avance et se fasse rembourser ensuite. Mais la règle générale, le principe de base est celui-ci, c'est la caisse ou l'établissement qui prend en charge en première intention les frais associés. Vous nous interrogiez également sur le cas des rapatriements de corps en cas de décès. Pour vous confirmer que l'assurance maladie n'intervient pas, en principe, sur la prise en charge du rapatriement des corps. Cependant, là aussi, le Fonds d'action sociale et sanitaire peut prendre en charge, en général à hauteur de 1 000 € et sous condition de ressources, là encore,
les frais liés à ces rapatriements de corps, à peut-être une exception à noter les cas de décès à la suite d'un accident du travail qui font l'objet d'une prise en charge. S'agissant du coût global de la continuité des soins, la question leur a été posée à l'assurance maladie et aux équipes en charge des analyses médico-économiques au ministère. On ne sait pas le chiffrer aisément, on ne sait pas identifier le coût de prise en charge des soins des patients d'outre-mer qui ont été évassanés. Ce n'est pas quelque chose dont je dispose facilement. Ça pourrait probablement se travailler, mais ce n'est pas quelque chose qui a été étudié à ce stade et que l'on est en capacité de vous restituer ici. Monsieur le Président, bonjour. Pierre Savary pour la DGOS. Peut-être un complément parce que vous aviez une question sur les évassanes urgentes et vous demandiez si elles se faisaient dans des conditions satisfaisantes. Je crois que oui. Donc pour ces évassanes coordonnées par les SAMU, il y a eu 2 chantiers notables qui ont été évoqués en partie par Guillaume Bouillard. D'abord un chantier financier avec la création d'une mission d'intérêt général dédiée dans le cadre de la réforme de financement des urgences qui a permis de clarifier ce financement, mais s'en est suivi une augmentation des moyens avec des revalorisations assez conséquentes en 2021 puis en 2022, puisque ce vecteur de financement est passé de 5,8 millions à 17 millions en 2022. Voilà. Et puis donc à côté de ce chantier financier, un chantier de définition, de redéfinition des évassanes, c'est l'instruction du 5 décembre 2022 qui a déjà été évoquée et qui a permis de clarifier le périmètre ainsi que le financement dans la continuité du chantier financier. Il y a c'est vrai un chantier organisationnel devant nous avec des défis clairement identifiés que nous remontent les ARS et les acteurs. C'est d'abord tirer les leçons de la crise sanitaire puisqu'en fait les organisations en place ont évolué. On l'a vu par exemple à Mayotte où un avion sanitaire dédié s'est avéré nécessaire, il a été maintenu. C'est aussi pour ça que le financement a été augmenté en 2021-2022. Des difficultés particulières donc à Mayotte qui sont liées aussi au contexte d'immigration comorienne, à une augmentation des besoins d'évassanes urgents, mais une diminution notable des délais grâce à cet avion dédié. Contexte particulier aussi en Guyane avec la question des transports intérieurs qui, bien que n'étant pas des évassanes, sont en général le préalable à une évacuation vers la métropole, avec donc des transports multivectoriels qui supposent toute une logistique. Et là aussi, il y a des bonnes pratiques sans doute à échanger, à consolider dans le cadre de ce chantier organisationnel qui est encore en partie devant nous. Voilà, c'est la question du lien avec les communes intérieures, les CDPS, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a d'autres chantiers qui sont devant nous, qui concernent tous les Outre-mer. C'est la question de minimiser le temps d'indisponibilité des équipes médico-soignantes, puisque on parle ici de transports qui sont médicalisés. Il faut prévoir donc l'aller et le retour pour ces équipes, le retour des matériels également. Mais globalement, voilà, grâce aux 2 chantiers que j'évoquais en premier lieu, financier et de redéfinition, je crois qu'il y a une amélioration dans la plupart des territoires qui nous ont fait ces remontées récemment. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à nos rapporteurs. Je ne sais pas qui de Guillaume Chevrollier ou Catherine. Catherine, si tu veux commencer. Oui, pardon. Oui, Président, oui, j'ai quelques questions. Merci beaucoup. Je salue toutes les délégations présentes et les remercie pour les précisions qui nous ont été apportées. Donc, pour votre information et vous dire que je suppose que Guillaume le sera aussi et moi-même, on sera assez précis sur un certain nombre de questions parce que nous nous sommes déplacés en Guyane et en Guadeloupe où il y a de vraies problématiques de continuité et nous avons pu sur le terrain évaluer la mise en œuvre de certain nombre de mesures qui relèvent de la continuité territoriale. Excusez-moi. J'ai quelques questions, mais qui sont très courtes, donc je vais vous les poser tout de suite et ensemble. Qu'est-ce que l'ADOM appelle un public modeste? Deuxième question. Est-ce que la dernière réforme de 2021 a fait l'objet d'une évaluation? Quand on dit, troisième question, quand on dit 50% du prix du billet, est-ce que vous pouvez préciser le plafond? 50% de 1 500 €,
C'est souvent le cas en classe éco, ça a été souvent le cas en classe éco et ça l'est certainement sur des périodes dites de pointe. Je suis quasiment sûre que la DOM ne donne pas 750 €, autrement dit la moitié. Toujours concernant la DOM, pourquoi ce besoin de tant d'antennes éparpillées dans tout l'Hexagone, avec bien sûr les frais de fonctionnement qui vont avec? Vous avez parlé pour la partie sécurité sociale d'hébergement non médicalisé. J'aimerais attirer votre attention sur la situation de la Guyane et de la Guadeloupe que nous avons pu voir de près, avec vraiment une situation que je trouve déplorable. Ceux qui viennent de l'intérieur du pays, par exemple de Maripasoula, et qui partent sur Cayenne pour être soignés ou pour accoucher, c'est-à-dire des semaines avant le terme, n'ont nulle part où échouer, nulle part. Et on est quand même dans une continuité de santé. Pareil pour ceux de l'archipel de Guadeloupe, qui se déplacent, par exemple, comme il nous a été exposé, de Marie-Galante à Guadeloupe, parfois tous les jours, pour aller subir des séances de chimiothérapie, vont à l'hôpital et se retrouvent dans le hangar où la température dépasse les 40 degrés sous tôle, sans aucune installation pour attendre le prochain bateau qui est fort tard dans l'après-midi, avec parfois 5 ou 6 heures d'attente dans une gare pas très hospitalière, il faut le dire. Aucun dispositif sur place d'accueil de ces personnes pour attendre. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui a fait une demi-heure, 45 minutes de chimio et qui retourne sur la gare parce qu'elle n'a aucun point de chute, nulle part où aller, c'est pas prévu, et qui attend dans ces conditions-là. J'ai interpellé d'ailleurs le directeur du port dessus et j'attends ses propositions. Je suis aussi interpellée, ça c'est ma dernière question de la première salve, sur la transparence et la communication des mesures. Les mesures ne sont pas connues du grand public, ou très peu, vraiment très peu. Alors, les différentes personnes que nous avons rencontrées nous disent on est en train de progresser, on participe à un certain nombre de réunions, etc. Mais ce n'est pas connu, et je suppose que ça a un impact non négligeable au niveau de consommation que l'on voit qui sont compte tenu des enjeux relativement faibles. Voilà, je vous ai posé des questions et en premier, bien sûr, celle de la définition de public modeste dans les Outre-mer, quand on connaît les niveaux de vie, les niveaux de pauvreté, le coût de la vie, et lorsque, par exemple, pour avoir une ACT, le niveau de ressources exigées ne dépasse pas les 12 000 €. Ça, je vous avoue que ça m'a fait beaucoup sourire, mais sourire d'amertume. Voilà, j'en ai terminé. Oui, merci Madame, Messieurs pour vos interventions. En complément de ma collègue, effectivement, de retour d'un déplacement, on a pu mesurer à quel point il y avait de fortes attentes en matière de continuité territoriale. Et comme vous l'avez dit, Madame, il n'y a pas une continuité, mais des continuités. Continuité des territoires ultramarins vers l'Hexagone, mais la continuité intérieure, et aussi la forte demande d'une continuité vers les autres territoires ultramarins et également les territoires, enfin, par rapport à la Guyane, les pays voisins, la mobilité est compliquée. Donc, en complément sur cette première série de questions par rapport à ce qu'évoquait ma collègue co-rapporteur, l'accès à l'information sur les dispositifs, les niveaux de ressources pour accéder aux dispositifs LADOM sont particulièrement faibles, donc ça limite quand même les possibilités pour un certain nombre de publics. Donc ça, c'est vraiment les retours terrain très, très fréquents que l'on a eu au travers d'une diversité de rencontres. Donc ça, c'est des points dans la réforme LADOM ou dans les réflexions que vous pouvez avoir qui sont à mon sens à intégrer. Et de développer une offre. Alors, si vous avez indiqué que les prix étaient dans la moyenne, alors avec sur nos territoires ultramarins le point de la saisonnalité qui est vraiment problématique pour ceux qui ont besoin d'aller en métropole pour se former. Il y a quand même des périodes avec des dates impératives. Donc là, il y a un vrai sujet
à traiter. Et donc, c'est les points, les premiers points que je voulais aborder. Et puis, vous n'avez pas répondu à une des questions du questionnaire là, sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Comment ça vous fait réagir et puisqu'on voit que les collectivités locales mesurant les attentes de leur population par rapport aux besoins de continuité, encore une fois intérieur, extérieur, ont envie d'accompagner. Donc il faut pouvoir sécuriser juridiquement cette possibilité, à défaut que l'État abonde davantage sur les moyens pour permettre une continuité effective. Et vous avez indiqué la question là, qui serait plus sur la DGAC, la réglementation européenne qui s'impose effectivement, mais ça s'est subi aussi comme étant une forme de contrainte. Est-ce que est-ce qu'on peut réduire ces contraintes ou qu'est-ce qui pourrait lever un certain nombre d'obstacles pour permettre et accroître les possibilités de mobilité et d'offres? Merci. Voilà. Monsieur le Président, voilà, nous allons répondre bien sûr à plusieurs voix. Et voilà, je passerai éventuellement la parole à mes collègues pour quelques compléments. Donc effectivement, sur le public modeste, alors c'est vrai que voilà, ce terme modeste et reflète en fait la notification qui a été faite à la Commission européenne du dispositif. Dans son renouvellement, la Commission européenne a beaucoup insisté sur le fait voilà, qu'elle approuvait ce dispositif parce qu'il était orienté vers des publics modestes. Bien évidemment, donc on en comprend la philosophie et on comprend aussi que cette philosophie ne va pas bien sûr à l'encontre des intérêts des Outre-mer, puisque dans d'autres champs, on sait que notamment pour le champ du logement social, 80 ou 90% de nos concitoyens ultramarins, même si effectivement on peut le regretter, bien sûr, sont éligibles aux logements sociaux. Donc ça veut bien dire que voilà, nous avons aujourd'hui un public qui est majoritairement effectivement modeste outre-mer. Alors en réalité, qu'est-ce que cela recouvre? Donc ça recouvre aujourd'hui un quotient familial annuel. Je parle sous le contrôle de mes collègues précisément, le montant que j'ai est 11 991 € pour la continuité territoriale et pour le passeport mobilité études et la formation professionnelle de 26 631 €. C'est bien cela. Donc effectivement, nous avons conscience que ces montants ont été fixés il y a plusieurs années. Bien évidemment, les revenus ont pu progresser, donc c'est un sujet qui est regardé aussi dans le cadre de la réforme de l'ADOM. Mais pour autant, il faudra regarder si on est éloigné ou pas des revenus médians outre-mer, qui sont ces revenus médians. Encore une fois, outre-mer sont plus faibles, bien sûr, que dans d'autres territoires de l'Hexagone. Donc, il faut regarder aussi par rapport aux revenus médians, bien sûr, des populations ultramarines. Donc, et il faut garder à l'esprit, encore une fois, la notification de la Commission européenne sur la base de ressources, effectivement, d'un public dit modeste. Donc voilà pour la partie quotient familial. Je sais pas si il faudrait ajouter, encore une fois, mes collègues pourront me compléter. Alors la dernière réforme de 2021, il est encore trop tôt, d'après nous, pour vraiment effectivement en tirer les enseignements. Déjà effectivement les textes sont sortis en cours d'année 2021, aussi en lien avec la période de confinement. Donc on a les premiers mois 2021 étaient des mois de confinement et donc les textes sont sortis. Il n'y avait aucune utilité de sortir ces textes en début 2021, donc ils sont sortis au printemps 2021. Il y a eu ensuite encore d'autres périodes de confinement, bien sûr outre-mer, avec une pandémie qui a été sévère. Par contre, effectivement, on voit que sur la réévaluation
des montants, on peut juste poser des hypothèses. Et la réévaluation notamment des montants de prise en charge pour la Polynésie avec une hausse du prix des tarifs aériens en 2022, notamment par rapport à 2021, effectivement, a joué en plein en faveur, bien sûr, de ces publics, de même que le passage d'un tarif unique pour les DROM à un tarif majoré. Donc, bien entendu, comme habitude, et je ne sais pas si mon collègue souhaite le préciser, mais nous menons régulièrement des évaluations et au sein de la DGOM des différents dispositifs. Et effectivement, on aura à cœur d'évaluer, bien sûr, cette réforme. Sur le montant qui tangente 50% pour la prise en charge du prix du billet, on a aujourd'hui aussi un dispositif assez vertueux, parce qu'en fait, il est assez incitatif pour les particuliers comme pour les agences de voyage pour anticiper le plus possible les déplacements, essayer d'avoir avoir des déplacements de ce fait d'un montant le plus intéressant possible pour les particuliers. Ce montant de 50%, je me base aussi sur le savoir de mes collègues, se base sur les montants constatés de 2022 en matière de continuité territoriale, mais je vais passer quand même la parole à mon collègue pour quelques précisions, parce que on s'est basé sur les montants constatés de 2022, qui effectivement montrent une hausse des prix, et donc les prix ont été réévalués pour tenir compte, enfin le montant plafond a été réévalué pour en tenir compte. Peut-être un petit mot sur ce point avec quelques précisions. Quelques exemples. C'est vrai, il est vrai que les prix ont augmenté en 2022, mais malgré tout, nous nous basons sur la moyenne du prix d'achat du billet d'avion par les bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale. Nous ne nous basons pas sur le prix d'achat tout public, le prix d'achat haute saison, parmi les... Voilà. Et puisque cette population aidée fait très attention à prendre les billets les moins chers, et aussi parmi cette population qui bénéficie des aides à la continuité territoriale, il y a aussi des enfants qui bénéficient de tarifs réduits. La moyenne est relativement basse. Par exemple, pour la Guadeloupe, ce sont les chiffres de l'ADOM qui a fait la moyenne des billets que l'ADOM a aidés. Sur la Guadeloupe, c'est 688 €. Sur la Martinique, c'est 728 €. Donc, nous avons, sur la Réunion, c'est 970 €. Dans le Pacifique, bon, en effet, dans le Pacifique, il y a des chiffres beaucoup plus élevés. Nouvelle-Calédonie, 2061 €. Hein. Et voilà, donc, ce qui nous donne aujourd'hui, quand on calcule combien font ces 50%, eh bien, ça donne les montants qui sont inscrits dans le projet d'arrêté qui doit sortir d'un moment à l'autre au journal officiel. Donc on se base sur du réalisé, mais de l'ensemble de l'année. En fait, même si on ne se focalise pas, encore une fois, sur les saisons hautes, malgré tout, les chiffres de l'année englobent ces tarifs qui augmentent plus particulièrement, notamment à l'été ou en fin d'année. Donc ces tarifs englobent effectivement toute l'année, donc y compris les parties, les billets plus forts, effectivement, qui sont plus forts lors de ces plus importants lors de ces périodes. Donc c'est vraiment sur la base du réalisé, et encore une fois, avec un dispositif qui est assez incitatif et qui favorise aussi indirectement la concurrence, puisque ça force aussi les compagnies à offrir le meilleur tarif, et aussi il est vertueux aussi pour les finances publiques. Mais dans ce cadre-là, nous avons bien effectivement souhaité faire en sorte que les plafonds permettent une prise en charge jusqu'à 50% du prix du billet par rapport à ce qui était constaté. Donc ensuite, sur les antennes dans l'Hexagone, effectivement,
Monsieur le rapporteur, voilà, je n'avais pas précisé ce point, mais c'est bien dans les documents tous les documents qui vont vous être fournis postérieurement à cette audition, avec de nombreux éléments chiffrés, également apportés par mon collègue en matière budgétaire, donc des éléments effectivement complémentaires par rapport à ce que nous avons pu indiquer. Donc sur les dispositifs, effectivement, enfin sur les implantations de l'ADOM, effectivement, il y a 5 unités territoriales dans les Outre-mer et 6 dans l'Hexagone, qui couvrent des périmètres, les différents périmètres géographiques, donc des grandes régions. Et ces unités territoriales pilotent la mise en œuvre opérationnelle du projet de formation des demandeurs d'emploi ultramarins en mobilité. Et les agents d'ADOM, donc l'idée est effectivement que ces agents soient au plus près des bénéficiaires, puisqu'ils assurent un suivi de l'arrivée du bénéficiaire sur son lieu de formation jusqu'à son insertion en emploi. Donc si demain, effectivement, l'ADOM souhaite renforcer aussi, encore une fois, son action de proximité vis-à-vis des étudiants, pour faire en sorte que ces étudiants soient mieux accompagnés de manière psychologique, et aussi pour une aide aussi au retour, au projet de retour. Voilà, l'idée est d'étudier aussi ces implantations, non pas à la lumière des actions actuelles de l'ADOM, mais aussi à la lumière des actions futures. Donc cela devra être pris en compte, bien sûr, dans le projet stratégique de l'ADOM 2024. Donc plus précisément, là vous trouverez dans nos éléments de réponse le fait que la répartition des ETP, ce qui fait que en fait, c'est vrai que 33% des agents de l'ADOM de ce fait exercent dans les unités territoriales de l'Hexagone, mais il y a effectivement une partie significative qui, effectivement, avec 48 ETP, c'est là où il y a le plus de TP, 48 ETP qui exercent dans les unités territoriales ultramarines. Donc voilà pour la partie implantation. Je passerai bien sûr après la parole à mes collègues des autres ministères sur les questions qui relèvent de leurs compétences. Sur les demandes entre territoires, effectivement, il y a des demandes de continuité. La première demande aussi qui avait été formulée, c'était aussi au titre de la continuité funéraire, puisque là, il y a le dispositif de 2021 permet aussi la continuité funéraire entre territoires ultramarins. Effectivement, il y a aussi des demandes, nous savons, notamment de Wallis et Futuna pour une continuité territoriale avec la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on serait par définition hors du champ qui relève de la compétence des territoires, puisque là, les compétences des territoires valent, comme ça a été rappelé, sur leur propre territoire. C'est une compétence des collectivités locales. Donc, effectivement, les demandes entre territoires peuvent être examinées au fur et à mesure. S'agissant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, effectivement, là aussi, je n'avais pas détaillé ce point dans ma réponse. Excusez-moi, pour plus de précision, je vais me reporter aux éléments voilà, qui ont été indiqués. Nous avons analysé cet arrêt. Effectivement, ce qui est pointé par la Cour administrative, c'est effectivement l'illégalité des financements de la Réunion pour l'aide à la continuité territoriale, mais rien n'est dit dans ce jugement sur la délibération du Conseil régional qui a attribué une dotation à l'ADOM pour financer son dispositif ACT. Autrement dit, la Cour administrative d'appel de Bordeaux ne se prononce pas sur la question de la participation de la collectivité au financement de la politique de la continuité territoriale, mais remet en cause le fait que pour la région d'avoir développé son propre dispositif de continuité territoriale. Donc, effectivement, rien n'interdit aux collectivités de participer financièrement, via une convention par exemple, à la mise en œuvre des actions relatives à la mobilité et à la continuité territoriale. Voilà ce qui semble assez logique, puisque voilà, le conventionnement entre régions et organismes
organismes publics sont fréquents, et donc ça pourrait être tout à fait possible pour la continuité territoriale. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas si Marc, vous souhaitez, mes collègues souhaitent compléter. Peut-être de ce fait, je vais passer la parole à mes collègues de la DGAC et de la DSS pour les questions qui relèvent de leurs compétences. Si vous êtes d'accord. Je continue sur la saisonnalité des tarifs. Vous m'avez interrogé sur cette saisonnalité qu'on appelle dans le langage technique le yield management, c'est-à-dire que les entreprises tarifent au coût marginal. Le dernier passager arrivant sur un avion complètement rempli va payer plus cher que le premier arrivant sur un avion vide. C'est un système qui a été inventé aux États-Unis dans les années 80, qui a été développé avec pas mal d'énergie par Air France dans les années 90, et qui maintenant est, enfin Air France et d'autres, hein, toutes les entreprises bien gérées aujourd'hui fonctionnent de cette manière. Et donc ça explique qu'effectivement les tarifs sont plus élevés lorsqu'il y a beaucoup de demandes et plus bas quand il y en a moins. Et ça fait partie de la liberté tarifaire, c'est-à-dire que on ne compte pas le tarif comme étant enfin, les entreprises ont la liberté de manœuvrer de sorte à pouvoir rentabiliser leurs opérations. Donc cette conséquence de la libéralisation fait partie donc d'un ensemble, et notre analyse, c'est que la libéralisation pour les DOM, et bon, on pourrait traiter la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie à part, mais est un bienfait. Elle a fait baisser les prix. Elle a fait baisser les prix, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les passagers. On a toujours plus de passagers. C'est le seul faisceau au départ de la métropole qui dépasse de loin les seuils de 2019 aujourd'hui. Beaucoup plus que l'Asie, bien entendu, mais plus que l'Afrique, plus que le Maghreb, plus que la métropole française, qui est en chute de moins 20-30% sur certains axes. L'Europe est un petit peu au-dessus, si vous voulez, de son niveau de 2019, et les DOM sont largement au-dessus. Donc le passager nous dit que c'est un service qui lui est rendu. Et tout ceci pour un coût pour les finances publiques égal à 0. Donc les citoyens européens, qu'ils habitent en Martinique, à La Réunion ou à Brest, en profitent tous les jours. Et vous me demandez comment peut-on améliorer les choses. Il faudrait idéalement, dans un monde parfait, trouver des compagnies qui fassent des vols supplémentaires pendant la haute saison. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on ait, c'est qu'on ait des avions en plus dans la semaine de Noël, si vous voulez. Donc il faudrait trouver quelqu'un qui soit disponible à attendre la haute saison pour faire des vols, ou attendre le 1er juillet. Par ailleurs, ce que nous faisons déjà, ce que l'État fait déjà, ce que le contribuable fait finalement, c'est de maintenir les compagnies qui ont besoin d'être maintenues en vie. Des centaines de millions d'euros ont été dépensés pour sauver Air France, pour sauver Corsair, pour sauver Air Austral. Et ça, c'est énormément d'argent. Pour transporter les gens, il faut des compagnies. Et si le marché était rentable, très rentable sur les DOM, on aurait déjà Lufthansa ou Vueling ou d'autres entreprises européennes qui seraient sur ce marché, puisqu'elles n'ont pas besoin de notre autorisation pour exploiter ces vols. Donc si elles ne viennent pas, c'est que ce n'est pas si rentable que ça. C'est plus rentable pour elles d'aller exploiter du New York ou du Miami. Qu'est-ce que peut faire le passager? C'est alors que trouver des nouvelles compagnies. Ça, je ne sais pas comment on fait pour trouver une compagnie qui attend Noël et qui attend le 1er juillet pour venir voler. L'État a dépensé beaucoup d'argent pour sauver les entreprises qui en avaient besoin. Le passager, lui, de son côté, évidemment, doit réserver son billet à l'avance, car il bénéficiera non seulement du bas du cycle, enfin, de la partie basse de la montée du cycle avant la haute saison, et puis il bénéficiera des prix minimums. Hein. Il y a toujours des prix bas et des prix hauts, et donc on peut atteindre jusqu'à 200 € d'économie sur certains billets. Par exemple, on a regardé à la Pointe-à-Pitre. Dans votre question, j'entends, est-ce qu'on peut aménager le système européen? Comment fonctionne le système européen des obligations de service public? Toute encoche, toute réglementation fixée entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'Union européenne est une encoche au marché intérieur, par hypothèse, puisque autrement,
il serait libre. Donc si on fait une encoche, on a besoin de le signaler à tous les autres États membres. Excusez-nous, on va avoir besoin de faire quelque chose de spécial sur Paris, entre Paris et Aurillac, par exemple. Ça s'appelle une obligation de service public. Ces obligations de service public, il y en a de 3 types. Soit elles sont ouvertes, c'est ce qui se passe sur les DOM actuellement. Hein. On a des règles simples qui s'appliquent à tous les vols, qui sont gérables par tout le monde. De façon, donc celui qui se présente sur la réunion doit offrir des réductions pour les enfants de moins de 2 ans, 12 ans et 18 ans, et permettre un accès prioritaire à ceux qui ont des sujets obsèques ou de rapatriement. Très bien. Comme je l'expliquais, c'est pris en compte par tous et c'est reporté sur le prix des autres passagers. Deuxième hypothèse, qui n'a jamais été utilisée, créer une OSP fermée, non financée. Autrement dit, on crée un régime qui est monopolistique. On crée un monopole. Et on ne le finance pas. On ne l'a jamais fait parce qu'on ne s'est jamais retrouvé dans la situation où ça venait bien. Et c'est en fait jamais été pratiqué en Europe. C'est peut-être que la réglementation sur ce point a été mal construite. Je ne suis pas certain que le système de monopole nous apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on cherche, parce qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui va tarifer comme il veut. Troisième hypothèse, créer une OSP financée. L'OSP financée nécessite qu'il y ait derrière l'OSP, l'obligation de service public, une délégation de service public, donc un marché qui est un appel à candidature. Pour qu'il y ait un marché à un appel à candidature, il y a un seul gagnant. Donc on revient dans le système du monopole. Donc on perd la force du système qu'on avait au début. Tout ça pour le faire financer par les pouvoirs publics, par le contribuable. Donc il y a une problématique de logique. Si on crée des OSP pour faire baisser les tarifs, ça va coûter, à mon avis, très très cher, et on va se retrouver avec des monopoles qu'on va devoir gérer, sans compter le coût administratif et la bureaucratie qui va avec. Donc je ne peux pas vous répondre qu'un système d'OSP fonctionnerait mieux. D'après l'expérience que nous avons sur des segments plus petits, hein, Paris-Aurillac, c'est probablement 30 fois moins de passagers que Paris-La Réunion, c'est probablement 20 fois moins de kilomètres que Paris-La Réunion, et ça coûte déjà très cher. Si vous me le permettez sur ce sujet, j'entends les différentes hypothèses que vous évoquez. Le directeur, le PDG d'Air France KLM a déclaré récemment qu'il y avait trop de compagnies aériennes en Outre-mer. Ça présuppose quand même que, sans le dire comme ça, c'est qu'il en appelle quasiment à un monopole ou à une fusion, une consolidation de certaines entreprises. Est-ce que vous observez un mouvement dans ce sens en Outre-mer? Est-ce que vous pensez que les entreprises sont relativement solides pour rester propres sans se regrouper, par exemple? Monsieur Ben Smith a quelque chose de schumpeterien. Il veut recréer le monopole lorsqu'il n'y en a pas. C'est normal, il est chef d'entreprise. Il y a un dilemme évident, en fait, plus sérieusement, entre l'intérêt de la concurrence qui fait baisser les tarifs. C'est pas juste les DOM, c'est Paris-Rome, c'est Paris-Lisbonne, c'est partout. Tout le monde en profite. D'une part, et d'autre part, la nécessité d'avoir des transporteurs en bonne santé financière, ce qui nécessite un minimum de consolidation. Ce n'est pas à l'administration de se prononcer sur les mouvements capitalistiques possibles ou éventuels. Mon avis, toutefois, c'est que oui, un tout petit peu de consolidation ne serait pas une mauvaise chose pour renforcer les entreprises. On est arrivé parfois à des... Quand on a eu jusqu'à 5 transporteurs sur Paris-La Réunion, on a atteint des chiffres extrêmes dans le marché intérieur européen de l'aviation qui sont atteints nulle part ailleurs. Et naturellement, il y en a une des 5 qui s'est cassé la figure. C'est très élevé, 4 compagnies sur une liaison, surtout très long courrier, c'est très très élevé. Si la question est de savoir si une consolidation est souhaitable, si elle se passe dans de bonnes conditions, si les acteurs privés sont d'accord, si ça produit du fruit, oui, sans doute. Nous n'avons pas en France, mais je m'écarte un peu du dossier, nous n'avons pas en France une Virgin Atlantic à la française, si vous voulez. Nous n'avons pas le grand acteur long courrier de 2e rang qu'ont les Anglais, peut-être dans un univers concurrentiel, ça serait bien d'avoir pas seulement Air France, et je ne parle pas seulement des DOM, mais de toutes les liaisons en général. Voilà, c'est un avis un peu personnel sur le sujet. Une question sur la continuité territoriale funéraire, parce que je crois qu'on l'avait évoqué quand on a auditionné la DOM, et Catherine et Guillaume, vous me corrigerez le cas échéant.
Vous avez fait état, monsieur, d'une utilisation finalement relativement modeste au regard de l'enveloppe globale de la continuité territoriale. Je crois que c'est 130 000 euros, hein, a priori, ce qui a été... Et un des points qu'on avait évoqué, c'était les modalités de déblocage, en fait, de cette continuité territoriale. En gros, si j'ai bien compris, vous me corrigez, il faut d'abord que les gens avancent les frais funéraires, puis après se fassent rembourser, ce qui pose des difficultés dans la plupart des cas, puisque les gens n'ont pas forcément justement la capacité de les avancer pour ensuite les solliciter. Et donc la question qu'on s'est posée à un moment donné pendant l'audition, c'est est-ce qu'une révision ou un conventionnement et des collectivités pour avoir justement un relais sur cet aspect-là des choses pour être étudié, ou une modification tout simplement des règles de mobilisation de ces crédits. Est-ce que ce n'est pas justement le fonctionnement actuel qui empêche un certain nombre de familles? Je me retourne vers Catherine, parce que je crois que Catherine, c'est toi qui avais posé la question, puisque tu avais été confronté à un certain nombre de cas sur ton territoire, mais peut-être tu peux prendre le relais et me compléter si jamais je n'ai pas tout dit sur ce sujet. Oui, Président, absolument. C'est d'une complexité extraordinaire que j'ai envie de dire entre l'apport le montant apporté et la complexité administrative. Souvent, les familles abandonnent. La deuxième chose, c'est ce plafond de conditions de ressources qui est pour moi inacceptable, totalement inacceptable. Quand on sait en plus que pour un territoire comme la Corse, qui est en France, hein, comme nous, il n'y a pas de compte de ressources. Quand on me parle de dispositifs vertueux, de médians, de revenus, on considère donc qu'avec un plafond de, allez, j'arrondis, hein, 12 000 euros, on s'adresse à un public ciblé dans des pays où les taux de pauvreté sont très importants, ou lorsqu'on explique qu'on est de riches chefs pauvres, parce qu'il faut savoir que les surcoûts, par exemple sur l'alimentation, approchent et dépassent les 40% supplémentaires. J'avoue que, voilà, donc la sous-consommation de certains nombres de lignes, dont celle du funéraire, sont liées à des complexités administratives. Je l'ai moi-même expérimenté pour un certain nombre de familles, tout en annonçant mon nom, qui j'étais, etc. J'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Le funéraire demande une réactivité importante. Il faut que la famille décaisse. C'est un remboursement. Sur près de, un déplacement de corps comme ça peut coûter entre 4 et 5 000 euros. On donne 1 000 euros. Et en plus, c'est un remboursement. Donc, les gens laissent tomber. Et on voit bien que les taux de consommation sur ces lignes-là sont très faibles. Je me permets d'enchaîner rapidement, Président, sur tout ce qui est ACT spécifique concernant les sportifs et les artistes. Là aussi, les dossiers sont individuels. Autrement dit, vous déplacez une équipe de foot où il y a 15 personnes avec le staff compris. Chaque personne doit avoir un dossier individuel avec conditions de ressources. Donc, ça veut dire que les dirigeants sportifs, au milieu de tout ce qu'ils font déjà bénévolement, doivent questionner les parents, leur demander leurs avis d'imposition, etc., etc. Ce n'est pas tenable. On dirait qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place qui sont justement faits pour qu'on ne consomme pas l'argent. On ne le dit pas, mais c'est tout comme. Et on a rencontré des dirigeants sportifs, par exemple, à Marie-Galante, qui se déplacent chaque semaine sur, entre guillemets, le continent guadeloupéen et qui ont préféré passer des partenariats de mécénat avec des transporteurs parce que là, c'était spécifique et inatteignable. Inatteignable. Individualisation de l'aide, et non pas à l'équipe, mais à l'aide. Et puis, ces fameux plafonds de ressources. Allez, 12 000 euros, vous divisez par 12. Je vous laisse voir ce que ça fait par mois. Alors, on s'est trouvé dans des situations où les gens dépassaient parfois de 4 euros le plafond de ressources et voyaient leur dossier rejeté aux grandes dames des gens de la DOM qu'on a trouvé assez triste de nous annoncer ça. 4 euros, ils dépassent, ils n'ont pas le droit. Autrement dit, ils sont tombés dans la catégorie des riches. Avec 4 euros supplémentaires, diviser 12 000 par 12, c'est simple. Hein? Ça fait 1 000 euros par mois, quoi. Avec des prix d'alimentation supérieurs de 38%.
La Corse n'a pas de conditions de ressources. Donc, j'ai entendu parler du mot vertueux. Elle est où, la vertu? Elle est où? Si vous voulez répondre après ce plaidoyer, merci Catherine d'avoir complété mes propos. Peut-être, voilà, on va commencer par la fin pour remonter dans vos questions, Madame la sénatrice, sur un autre. Voilà, mon collègue va aborder un autre dispositif qui est peut-être sans doute beaucoup mieux orienté pour mieux adapté, pardon, pour les publics notamment sportifs. Juste un mot pour dire que voilà, nous vous rejoignons aussi sur le défaut de communication de l'ADOM. En tout cas, ça fera partie aussi du projet l'ADOM 2024, de renforcer sa communication, d'avoir des sites internet beaucoup plus clairs, beaucoup plus étoffés, et d'avoir aussi, bien sûr, des équipes aussi plus proactives sur ce volet communication. J'ai oublié de l'indiquer tout à l'heure. Donc, effectivement, il faudra communiquer sur l'ensemble des dispositifs, je pense ceux de l'ADOM et ceux qui pourraient être aussi très appropriés, comme celui que va évoquer mon collègue. Oui, simplement, oui. Il existe aussi sur le programme 123 un dispositif qui s'appelle le Fonds d'échange à but éducatif, sportif et culturel, donc le FEBEX, qui permet pour le coup d'apporter une réponse, alors certainement partielle, parce que bon, le montant c'est 2 millions d'euros sur l'ensemble des territoires, mais qui apporte quand même une réponse à cette question du traitement individuel des sportifs. Donc, quand il s'agit de déplacer une équipe, c'est aussi un outil qui peut être mobilisé. Alors, ce n'est pas un outil qui est aujourd'hui opéré par l'ADOM, c'est quelque chose qui est traité par les préfectures, mais c'est quelque chose qui est, pour le coup, assez bien utilisé année après année. Voilà. Sinon, moi, très honnêtement, sur la continuité funéraire, pour y revenir, bon, j'ai donné les chiffres tout à l'heure. Factuellement, c'est effectivement sous-consommé. Il y a, moi, je le crois volontiers, des problèmes peut-être de connaissance des dispositifs. Il y a aussi, il faut le regarder droit en face, le fait que dépenser de l'argent public, c'est jamais simple. Il y a forcément des règles puisqu'il s'agit d'argent public, et c'est vrai que ça s'emboîte assez mal avec l'urgence et la détresse d'une famille qui est confrontée à un décès. Il faut qu'on regarde les choses de cette manière-là aussi, et il faut qu'on voit comment, quel est le vecteur le plus adapté, et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution véritablement opérante. Il y a forcément une complexité dès lors qu'on est avec de l'argent public, c'est regrettable, mais c'est aussi une réalité. Peut-être que oui, si vous, enfin, effectivement, on apportera aussi peut-être quelques compléments, peut-être sur les modalités d'utilisation de cette aide funéraire, si vous le souhaitez, mais si vous avez peut-être. Oui, bonjour à tous. Non, je secouais la tête parce que bon. C'est vrai que les demandes doivent être faites à la préfecture, d'accord, mais comme l'a rappelé la collègue, ça coûte très très cher, ça, c'est une goutte d'eau en fait. Et moi je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à une plus forte, un plus fort montant, parce que, enfin moi je suis guyanaise, moi je peux vous en parler. Hein. Quand il y a un décès à l'hôpital Lariboisière, je peux vous dire que les familles ne cessent d'appeler les élus pour essayer justement de les accompagner, de les aider. Alors quelquefois, c'est dans notre poche quand vraiment la famille veut inhumer son parent à Cayenne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est très très cher. Et justement, je voulais vous remercier pour vos réponses, parce qu'en fait, vous démontrez encore aujourd'hui l'inégalité de traitement, de considération entre les Français de l'Hexagone et les Français ultramarins. Je suis désolée. Je ne dis pas que c'est de votre faute, hein, mais les réponses que vous nous avez apportées ne font que démontrer cette inégalité entre les Français. Alors, moi, je voulais poser une question à la DGAC, puisque mes collègues Catherine et Guillaume vous ont dit tout à l'heure que nous sommes rendus à Maripasoula.
Bon, je suis guyanaise, donc je connaissais la problématique de mes compatriotes. Mais ils ont pu découvrir, en tout cas, dans quelles conditions les passagers sont transportés entre Cayenne et Maripasoula. Donc c'est quand même plus de 20 000 personnes par an. Et ce n'est pas un cas isolé. Selon Air Guyane, puisque nous avons rencontré le directeur d'Air Guyane, la Guyane serait le seul département d'outre-mer où les aéroports ne sont pas aux normes européennes. Je sais que la gestion des aérodromes incombe à la collectivité territoriale, mais elle ne peut pas tout faire seule. Donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous comptez faire, bien entendu en partenariat avec la CTG, pour permettre aux Guyanais de voyager dans de meilleures conditions. Parce que vous devez savoir que les Guyanais ont décidé, en tout cas, de se prendre en charge, puisqu'il y a un collectif qui travaille sur les routes de désenclavement. Parce que quand on met la panne des avions, quelquefois qui dure 15 jours, donc nos compatriotes de Maripasoula ne peuvent pas venir se soigner à Cayenne, ne peuvent pas venir voir un parent malade à Cayenne, sinon prendre la pirogue sur 48 heures, en 48 heures. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué. J'ai une deuxième question. Je ne souhaite pas ici rappeler la différence de traitement entre la Corse et les départements d'outre-mer en matière de continuité territoriale. D'autres le font régulièrement. Toutefois, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment l'État n'apporte que 1,5 million d'euros face aux 8,5 millions d'euros de la collectivité territoriale de Guyane dans le cadre de cette DSP d'un montant de 10 millions d'euros. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, la participation de l'État se limite à 2 lignes sur 4. C'est Cayenne-Maripasoula, Cayenne-Saül, alors qu'il existe Cayenne-Grand Santi et Cayenne-Saint-Laurent. Quels sont les freins à une participation plus importante de l'État? Et pour finir, la collectivité territoriale et la compagnie Air Guyane rencontrent régulièrement les associations des usagers dans le but de travailler sur l'amélioration du service rendu au public. La DGAC, qui au nom de l'État est signataire de la DSP, ne siège jamais dans ces réunions. Pensez-vous qu'il y a quelque chose à améliorer à votre niveau? Voilà les 3 questions que je voulais poser à la DGAC. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je m'abstiendrai de poursuivre. Il y aura certainement une autre fois. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Vivet. Madame la sénatrice, merci de ces questions. Donc, je vous rejoins sur le défaut de service partiel ou régulier, en tout cas de la société Air Guyane, qui est elle-même membre du groupe CARE, enfin, Air Guyane, Air Antilles étant la même entreprise et le même certificat de transporteur aérien. Nous avons constaté, comme vous, des défaillances dans le service promis au titre de la DSP qu'elle a signée. Elle encourra des pénalités pour ça. Les pénalités sont rédigées, enfin les procès-verbaux sont rédigés par la région Guyane. Nous sommes main dans la main avec les services de la région pour les aider à rédiger correctement ce qu'il faut comme pénalité, et pas faire d'erreurs juridiques, parce qu'on a en face de nous des acteurs qui sont malins aussi. Et donc on est là main dans la main, et éventuellement s'il faut pour travailler à une liaison supplémentaire par jour sur Maripasoula, on y a travaillé avec le président de la région. Et donc ça c'est tout à fait vu. Ce sont des appels d'offres. Si au prochain appel d'offres il y a un autre transporteur qui se présente, je conseille à la région de regarder ce qu'elle préférera, mais c'est vrai qu'on peut faire mieux, franchement. Au niveau des pistes, je suis mal placé en tant que sous-directeur des services aériens. J'aurais besoin de ma collègue sous-directrice des aéroports. Mais ce que je sais, c'est que, évidemment, ce sont des pistes très particulières. Il y a même besoin d'avions particuliers pour atterrir en Guyane sur des pistes en latérite. Il faut typiquement des avions tchèques, LED 410 ou des Twin Otter. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'avions qui peuvent s'opposer sur une piste en latérite. Donc, il faut à ce moment-là construire une piste en dur. La piste Maripasoula en dur, vous la savez mieux que moi, a eu des soucis. Les travaux, c'est un espèce de mauvais feuilleton qui se passe pas bien. On est là pour aider la région dans ses travaux et pour l'assister. Mais effectivement, il y a un souci de piste aussi à certains endroits. Vous m'avez posé une question sur la participation financière de l'État, qui est en effet de 1,5 million d'euros par an. Cette participation financière est stable. C'est-à-dire qu'elle était la même avant, lorsqu'il y avait le système des aides aux passagers. Et c'est la raison pour laquelle, sous le contrôle étroit de nos collègues du ministère des Finances, nous avons maintenu cette participation au niveau où elle était, dans le nouveau système juridique de la DSP, tout simplement. Voilà. Siéger aux réunions, je peux effectivement en parler à mes collègues de la direction territoriale
Antilles-Guyane, parce que c'est une seule direction territoriale pour nous à l'aviation, voir comment il pourrait se déplacer plus souvent, être mieux présent aux réunions, comme vous l'avez demandé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Madame la sénatrice? Non, c'est bon. Bon, voilà. Et je pense qu'on a été coupé dans notre élan sur la continuité territoriale funéraire, puisque j'avais suggéré peut-être, j'avais posé la question de savoir si le dispositif pouvait évoluer, soit en partenariat avec les collectivités, soit même une révision des conditions d'accès au dispositif. Petit mot peut-être technique, je me permets de passer la parole peut-être à notre collègue pour expliquer un petit peu aujourd'hui le dispositif et pour vous dire que voilà, encore une fois, constamment, nous essayons d'adapter les dispositifs aux besoins, à la réalité et bien sûr, l'objectif n'est absolument pas de faire en sorte que les dispositifs ne soient pas utilisés. Enfin, on passe énormément de temps nous-mêmes pour essayer d'améliorer les choses. Il y a eu encore une fois beaucoup d'améliorations sur la continuité funéraire qui ont été initiées en 2021. Donc on est dans un dispositif qui est bien sûr en constante amélioration. Donc je vais passer peut-être la parole juste pour une courte description, très courte description du dispositif et voir si effectivement on peut continuer à améliorer les choses. Alors, quand on parle de continuité funéraire, en fait, juridiquement, ça n'a pas vraiment d'existence juridiquement. Ce sont deux choses différentes. Il y a l'aide à la continuité territoriale utilisée en vue avec un motif funéraire. L'aide à la continuité territoriale donc peut être utilisée pour se rendre à des obsèques, et là c'est possible dans les deux sens. Pour un résident de métropole qui a des obsèques en Outre-mer ou pour un résident d'Outre-mer qui a des obsèques en métropole. Et ça a été élargi en 2021 à la possibilité de prendre donc cette ACT pour une dernière visite à un parent qui donc serait en fin de vie. Ça a été aussi ouvert. C'était limité aux parents de premier degré, au premier degré. Ça a été ouvert aux frères et sœurs. Et les conjoints, bien sûr, aussi. Voilà. Et l'autre pan de ce qu'on appelle la continuité funéraire, c'est le transport de corps. Hein, sur le transport de corps, c'est une aide qui peut être prise à défaut d'assurance contractée par le défunt, contractée par la famille, pour couvrir ce risque. Parce que l'idée n'était pas de remplacer les services assurantiels. Hein, donc c'est s'il y a un accident et voilà. Ça couvre uniquement les frais de transport aérien. Alors quand il y a un transport de corps, il y a effectivement de nombreux frais qui s'additionnent, mais la continuité territoriale transport de corps couvre uniquement le segment transport aérien. Alors en effet, c'est plafonné. C'est plafonné pour un transport entre la métropole et les Antilles. C'est plafonné à 50% du coût du transport aérien. C'est plafonné à 1 000 €. C'est plafonné en fonction des distances. Il y a 3 tranches de distance. Voilà. Et c'est seulement pour permettre disons, faire en sorte que le défunt retourne dans sa collectivité de résidence. Si c'est un défunt, si le défunt habitait en métropole, était résident de métropole, installé depuis des années en métropole, il devient résident métropolitain. Et la famille ne peut pas faire valoir qu'il est, dans le cadre actuel de la réglementation, la famille ne peut pas faire valoir qu'il est résident d'outre-mer. Et donc, c'est réservé au transport des défunts vers leur territoire de résidence. Et par rapport au préfinancement, en fait, dans les deux cas
l'aide à la continuité territoriale pour obsèques, pour dernière visite ou pour le transport de corps, le préfinancement, ce n'est pas une obligation. Si la personne, si le demandeur de l'aide a le temps devant lui de demander l'aide et d'obtenir le bon, l'accord, la décision administrative favorable, eh bien, il n'est pas obligé de préfinancer. Mais en général, tout se fait dans l'urgence, et c'est pour cela que il a été ouverte la possibilité pour le bénéficiaire de préfinancer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pardon, de nos rapporteurs ou de nos collègues. Catherine Conconne, peut-être? Non? Président, comme on va, je suppose, vers la conclusion, je n'ai pas eu de réponse de la sécurité sociale quant à la prise en charge de ce qu'ils ont appelé, je reprends mes notes pour être très précise, dans le lexique, ce qu'ils ont appelé l'hébergement temporaire non médicalisé. Quid de la Guadeloupe, quid de la Guyane? En tout cas, lors de nos déplacements, nous avons été confrontés à des situations que j'ai décrites tout à l'heure, exemple en Guadeloupe, exemple en Guyane. Donc, quid des dispositifs à mettre en place pour permettre un meilleur accueil hors de chez eux, les personnes qui sont en déplacement temporaire pour des raisons de santé. Visiblement, ça relèverait donc de la sécurité sociale. J'ai d'ailleurs interpellé le directeur du port de Pointe-à-Pitre sur cette question. Ça, c'est une question sur laquelle, sauf étourderie, je n'ai pas eu de réponse de la sécurité sociale. Et puis, je vais terminer sur un sentiment. J'ai l'impression que l'ambition, elle est... on le dira, hein, de toute façon, au niveau politique, après la livraison de notre rapport. Vous êtes des fonctionnaires, donc nous respectons votre réserve et le fait que vous êtes attachés à l'application des directives politiques que vous avez. Nous sommes aussi des politiques, donc notre rôle aussi est d'influencer et de conduire le changement. J'ai l'impression d'une ambition qui vraiment aura des pâquerettes concernant ces territoires-là, vraiment au ras des pâquerettes. J'ai souri plusieurs fois quand j'ai entendu certains mots. J'ai souri plusieurs fois. Le FEBEX, c'est la jungle pour l'obtenir. C'est pas moi seulement qui le dis, ce sont les opérateurs sur le terrain. Et on en verra encore dans les 2 ou 3 auditions qui nous restent à faire. Même les services de l'État nous disent que c'est la jungle pour l'avoir. Bon, alors quand on dit assez bien consommé, j'ai noté le mot, qu'est-ce qu'on appelle assez bien consommé? J'ai déjà parlé de la partie conditions de ressources. Cette condition de ressources, j'ose le mot, c'est une honte. C'est une honte. Concernant ce qui se passe en Corse, la Corse et la France, c'est comme nous. Et j'ai même envie de dire que d'un point de vue géographique, la Corse est aussi outre-mer, puisqu'il faut traverser la mer pour y aller, comme nous. Vous avez vu et tenté de comparer de temps en temps ce qui se passe en Corse, et 100% payé par l'État, et ce qui se passe dans nos pays. J'irai plus loin même en disant qu'il est anormal, si on lit le Code des transports, qu'il y ait autant d'argent qui reste sur le dos de la collectivité, par exemple, de Guyane. De 10 millions, la France donne l'État donne des cacahuètes. Des cacahuètes, même pas 20%. Alors que si je lis le Code des transports, je lis hein, tout simplement. Je ne suis pas une grande juriste, mais je sais au moins lire un code. C'est une compétence qui relèverait de l'État. Les Corses l'ont très bien compris. Et lorsque nous avons auditionné la Corse ici, j'ai posé la question à la collègue de Corse, la collègue élue de Corse. Qu'est-ce qui restait sur les bras de la collectivité de Corse pour assurer ces plus de 220 millions pour 350 000 habitants de continuité territoriale, marchandises et passagers? Elle m'a dit rien. Rien. 100% État.
y compris les frais de fonctionnement. Je trouve aussi anormal que l'ADOM soit dans un tel état d'antiquité concernant le traitement des dossiers. C'est de l'antiquité. On est encore au stade de remettre aux gens un bon papier qu'ils vont porter dans une agence de voyage. Aux compagnies aériennes, il y a un temps de traitement qu'ils leur est demandé, qui n'est pas compensé. Aucune aide, rien. Ça leur occupe quelqu'un à temps plein pour accomplir ces démarches-là. Si je compare avec l'octroi de mer, les collectivités payent l'État pour le traitement de l'octroi de mer. On paye la douane sur le montant de l'octroi de mer pour le service rendu. Là, elles ont un ETP au moins qui collationne des petits papiers avec des tampons comme au temps de ma grand-mère au guichet de la poste. Quand est-ce que ça va évoluer, ça? Tous ces éléments-là ne sont pas de nature à favoriser l'accès à la continuité territoriale. On est dans de la sous-consommation. Ça devrait interpeller. La DOM dégage un excédent de plus de 2 millions d'euros sur l'exercice précédent. Un excédent. Il ne devrait pas avoir d'excédent. Donc, j'invite les uns et les autres à avoir des évaluations objectives, lucides. Évaluer dans nos pays, c'est souvent l'impression qu'on vous contrôle, qu'il y a de l'acquisition. Non. Évaluer, c'est donner du sens à une volonté du gouvernement qui est d'affirmer la différenciation. On le dit, on le répète tous les matins. Mais qu'en est-il de l'application réelle de cette volonté de traitement de la différenciation? Et je suis extrêmement heureuse d'être au cœur de cette mission. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment je suis heureuse. C'est un bonheur pour moi. Parce que je peux toucher depuis maintenant début janvier ce que c'est que la différenciation justement dans le traitement. Dans le traitement entre Français de l'Hexagone et le Français d'ailleurs. Je la touche du doigt. Je la vois. Elle est flagrante. Donc, si on a cette ambition politique portée, qui est de dire qu'il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas qui sont français sur des territoires auxquels on dit tenir, puisqu'on dit tout le temps que le soleil ne se couche jamais en France, n'est-ce pas? Grâce à nous. Qu'en est-il d'une véritable politique de continuité territoriale portée dans ces territoires-là, qui ne laisse pas autant de charges mentales, politiques, financières, logistiques sur le dos des collectivités? Et pour revenir et pour conclure, j'entends pointer du doigt Air Guyane. Certainement qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont sur un créneau extrêmement compliqué, sur un créneau sur lequel personne ne viendra. Généralement, ils sont les seuls à se missionner quand il y a des DSP à venir. J'entends parler déjà de « ils sont malins ». Il y a déjà une connotation. Il y a des pénalités qui vont être appliquées. On a écouté en Guyane pendant 2 heures. 2 heures. Je ne crois pas que M. Marchand soit quelqu'un de malhonnête. Ce Martiniquais épris de sa région. Je ne le crois pas malhonnête quand il nous fait état de certain nombre de ses difficultés, les difficultés pour atterrir, les difficultés de non-équipement des aéroports en outils d'atterrissage, par exemple, où parfois ils sont obligés de faire demi-tour à Maripasoula parce qu'ils ne peuvent pas atterrir d'une piste qui n'arrête pas de marcher, alors que ça relève de la compétence de l'État. Non, je veux bien qu'on fasse porter la charge sur X, sur Y et tout. Mais je crois que, je conclus dessus, il y a une remise en cause collective à avoir. Le rapport que nous allons livrer dans quelques jours, d'ici la fin du mois, va être un excellent outil pour vous aider à ce profond travail de en cause. On ne le prend pas pour de l'inquisition ni un procès fait à la continuité territoriale. On le prend pour un apport qui devrait être décisif dans vos futures révolutions en matière de continuité territoriale. Il faut que ça se fasse avec de l'ambition. L'ambition n'est pas seulement que financière. Là, je ne reviens pas dessus. C'est comme 5 millions contre 220 millions. Allez, peut mieux faire. Mais j'ai envie de dire
ne serait-ce que dans le service rendu, dans l'information portée, dans la lisibilité des politiques publiques, dans l'adaptation technique des politiques publiques. Ce rapport va vous aider. Donc, je vous demande de l'attendre avant de partir sur la DOM 2024. Attendez-le. Nous allons être pour vous d'excellents partenaires qui vont vous dire leur regard, leur vérité, parce que nous vivons dans ces territoires-là. Vous, vous passez, nous vivons. Et nous sommes du 1er janvier au 31 décembre au contact d'administrés qui régulièrement viennent nous témoigner de leur mécontentement. Donc, ce rapport va être pour vous quelque chose, on va vous le livrer gratuitement. Gratuitement. Ça va être des heures d'énergie portées par les élus, mais aussi les fonctionnaires de la délégation que je remercie, mais aussi pour l'excellence de leurs travaux, d'accompagnement, de rédaction, etc. Bravo, la délégation. Merci, Président. Mais attendez ce rapport. Il vous dira des choses. Faites tomber vos a priori. Faites tomber plein de choses. Et surtout, pour nos pays, ayons collectivement de l'ambition. On le dira aux politiques, on le dira aux ministres, on le dira même plus loin. Moi, je compte aller sensibiliser le président de la République sur ces données-là. Parce qu'il s'agit de directions politiques qui sont extrêmement importantes. On ira jusqu'à la porte de l'Élysée pour lui dire cette rupture. Mais il faudra aussi que dans le déroulement, vous ayez ce regard objectif, ambitieux, de services qui doivent être portés à une population qui le mérite, parce qu'elle est française, parce qu'elle a des droits, parce qu'elle a aussi des besoins qui sont certainement plus importants en matière de santé, de déplacement, etc., etc. C'est ce que je voulais vous dire en conclusion, et je vous le dis avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'émotion, parce que je vis cette mission avec mon cœur de Martiniquaise, donc membre de ce qu'on appelle l'outre-mer, au milieu de toutes nos vicissitudes que nous vivons au quotidien. Mettez ce mot ambition en lettres d'or au-dessus de vos bureaux. C'est ça qui devra porter la révolution attendue de la DOM et de la continuité territoriale. 2024, c'est demain. La livraison de notre rapport, j'ai presque envie de dire en termes relatifs de délai, c'est tout à l'heure. Attendez-nous et faites de ce rapport un outil majeur dans la transformation de la continuité territoriale dans la dite Outre-mer. Je vous remercie. Marie-Laure, tu avais encore une question? Oui, bon, ça me gêne de parler après le rapporteur qui a conclu. Mais en fait, excusez-moi, messieurs, je ne sais pas qui peut me répondre, c'est peut-être la sécurité sociale, parce que je ne vous ai pas entendu répondre à la question, les EVASAN sont-elles organisées sur tous les territoires ultramarins, notamment la nuit? Alors, vous avez un peu compris la situation de la Guyane. Moi, je parle de la Guyane parce que je connais bien la problématique. S'il y a une EVASAN la nuit, on fait quoi? Est-ce que le Guyanais est voué à mourir? En fait, s'il n'y a pas moyen de le sauver, il reste là, il ne peut pas partir parce que les vols se font la journée chez nous. En tout cas, Air France, Air Caraïbes. Mais sinon, entre-temps, on fait quoi? On fait quoi? Alors, pire pour les communes de l'intérieur. Quand la personne peut être sauvée à Cayenne, mais il n'y a pas de vol la nuit, on fait quoi? On est voué à mourir. Je sais que c'est un problème pour vous. Enfin, comme disait ma collègue Catherine Conconne, c'est encore une problématique que je vous soumets. C'est compliqué. Je suis sûre que parmi vous, vous n'êtes jamais venu en Guyane, donc vous ne connaissez pas la Guyane. Vous ne pouvez pas connaître les réalités. Donc c'est juste un plus que je vous apporte. Si vous n'avez pas la réponse, messieurs, je ne vous en voudrais pas, mais je veux vous sensibiliser, parce que nous sommes tous des Français, des humains, et on a tous envie de vivre. Et quand on voit cette situation, ça nous fait mal au cœur, nous les politiciens, parce que, bon, on essaie de défendre, mais comme disait Catherine tout à l'heure, il faut être ambitieux, et je suis comme toi, Catherine, je suis contente de participer à cette mission continuité territoriale, parce que ça fait trop longtemps qu'on en souffre, et si aujourd'hui, le rapport des deux rapporteurs peuvent vous éclairer et puis que vous utilisiez comme base, je serais vraiment très, très heureuse. En tout cas, ça, c'est une problématique que je voulais vous soumettre, mais je comprendrais si vous n'avez pas la réponse, parce que nous, on ne l'a pas. Nous, on n'a pas les moyens qu'il faut, et ça fait mal de savoir que quelqu'un aurait été en France hexagonale, on aurait pu le transporter dans un hôpital pour le sauver, alors que pour les Guyanais, ce n'est pas possible. En tout cas, les Guyanais de l'intérieur.
Alors on vérifiera, mais s'agissant des EVASAN urgentes sur régulation SAMU, etc., elles peuvent se tenir la nuit comme le jour, s'il y a l'équipe disponible, s'il y a un besoin urgent et un vecteur disponible, rien n'empêche que ça se produise, pas donc avec les lignes commerciales, mais avec un moyen dédié, et là il y a énormément de situations différentes. Oui, mais alors c'est de l'intérieur vers la capitale. Mais après, si la capitale ne peut pas, puisque c'est vrai qu'on travaille sur un centre hospitalier universitaire régional, mais si la capitale ne peut pas, on fait quoi? Donc ça veut dire que là encore, il faut qu'on attende la journée, parce que qui transportera ce malade en France hexagonale, juste lui, quoi. Voilà. Ça peut se faire vers la métropole, ça peut se faire aussi au niveau zonal, ça a été le cas pendant le Covid. Il y a énormément de situations différentes, mais là aussi c'est toute une logistique. On mettra plus d'éléments sur ce sujet de la nuit, si vous le souhaitez, dans le questionnaire. Au-delà des aspects politiques, évidemment, pour lesquels on ne vous demande pas de prendre position, parce que c'est au ministre de le faire et pas à vous en l'occurrence, il y avait, je pense, dans l'intervention de Catherine Conconne, des questions tout au début de l'intervention qui peut-être pouvaient faire l'objet de réponses plus techniques, me semble-t-il, Catherine. Hein. Oui, en effet, sur ce qu'on appelle l'hébergement temporaire non médicalisé. Exemple Guyane, exemple Guadeloupe. Pour répondre, Madame la sénatrice, à vos remarques et interrogations, ce dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé, qu'on appelle aussi hôtel hospitalier, partit d'une volonté déjà du gouvernement de ce qu'on appelle l'élargissement du panier de soins. Dont la vocation première est de faciliter l'accès aux soins. J'ai cité l'hébergement temporaire non médicalisé, mais on pourrait aussi citer engagement maternité, qui est un dispositif de même nature et qui vise les femmes enceintes, les parturientes qui sont à plus de 45 minutes d'une maternité. Et qui est sur le même principe, donc un financement assurance maladie, un dispositif récent qui a été généralisé alors en pleine période de crise sanitaire, qui n'est pas forcément la plus favorable à une bonne condition de généralisation, et avec un constat en 2021 qui a été fait d'un déploiement encore trop insatisfaisant du dispositif, mais parce que récent, et pas dans les meilleures conditions, je le disais, avec quand même des éléments un peu frappants, j'ai indiqué, qui est un déploiement massif à La Réunion, qui n'était pas forcément anticipé. Alors, ces dispositifs ont vocation à couvrir tout le territoire. On imaginait assez aisément qu'ils trouvent à s'appliquer plus facilement, plus globalement dans les territoires d'outre-mer, qu'on imaginait peut-être plus concernés par ces problématiques d'accès aux soins, et donc le recours à ces hôtels hospitaliers ou au dispositif engagement maternité. Donc un déploiement massif alors, à La Réunion, et alors que à La Réunion, parce qu'ils se sont équipés, il faut le dire clairement. Le sujet, c'est que les établissements de ces territoires soit passent des partenariats avec des hôteliers, soit construisent leur propre hôtel hospitalier. De ce point de vue-là, on a un levier avec les 9 milliards d'euros qui sont mis pour l'investissement en établissement de santé sur la période depuis 2021, dont un des objets peut-être, d'ailleurs ça fait partie des choses que l'on évalue quand un projet est présenté, peut-être de construire sur le site ce qu'on appelle donc un hôtel hospitalier, un hébergement temporaire non médicalisé. Il était prévu donc un financement incitatif à ce dispositif, un paiement à l'annuité, qui devait s'interrompre à la fin de l'année 2022, qu'il a été prévu de reconduire, parce que justement ce déploiement était encore trop insatisfaisant, et que l'évaluation qui était prévue, parce que le dispositif même généralisé doit être évalué, ne peut pas se faire sur ce niveau, je disais, incomplet et inégalement réparti de déploiement. Donc du coup, les services du ministère accompagnent et vont encourager à nouveau les établissements, les ARS, à développer encore plus pour à nouveau réévaluer d'ici un an et demi le dispositif en faisant l'hypothèse qu'il, je disais, trouvera à se déployer dans les territoires d'outre-mer où, selon nous, il a toute sa place. Écoutez, je propose qu'on puisse arrêter. Ah, vous voulez peut-être apporter des éléments de réponse, monsieur Vivet? Je voulais juste faire un point sur la Corse, puisqu'on a cité l'île de Beauté à plusieurs reprises dans la conversation, et il y avait l'idée derrière du tarif résident Corse qui figurait dans votre questionnaire. Donc j'ai apporté un premier élément de réponse tout à l'heure en expliquant que toute mesure d'obligation de service public financée amenait nécessairement à un monopole, ce qui est le cas entre Marseille d'une part, Marseille, Nice et Paris d'une part, et Ajaccio, Figari, Calvi et Bastia d'autre part, ce qui fait 12 liaisons sous OSP.
financé par l'Office des transports de Corse, qui fait un gros travail. Donc j'expliquais ce premier point qui était créer un monopole, en fait financer, c'est la première conséquence de ce type de mesure. Et ensuite, il faut regarder l'efficacité du système aussi. C'est intéressant de regarder ce qui se passe sur les liaisons qui ne sont pas sous OSP. Je prends par exemple Strasbourg-Ajaccio ou Nantes-Bastia, ce genre de liaison. Il y en a beaucoup. Et on a des transporteurs européens qui font des vols low cost, si je puis dire, pour des prix qui sont les mêmes. Qui sont même le 200 € aller-retour Orly-Ajaccio. Vous allez trouver, je suis allé regarder récemment, vous allez trouver des Strasbourg-Ajaccio, je ne cite pas le nom du transporteur, mais pour un mois avant à 80 €, donc, ou 100 €, donc ça fait d'aller-retour 100, ça fait 200, c'est pareil. Coût pour les finances publiques, 0. Donc il faut aussi bien réfléchir avant de se lancer dans ce type de dispositif. Voilà, c'est des sujets complexes, difficiles, de tous les côtés, mais il y a aussi la microéconomie, dont je me fais un peu le porteur aujourd'hui. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, si vous permettez, juste sur le calendrier, pour répondre à Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, effectivement, nous sommes aussi heureux de prendre connaissance, nous serons bien sûr heureux de prendre connaissance de vos travaux, bien entendu, et sachant que voilà, l'idée était bien que, effectivement, pour nous d'essayer de faire le maximum d'un point de vue technique, mais au service, bien sûr, des décisions politiques qui auront lieu après, sur cet aspect de renforcement de l'ambition de l'ADOM qui vraiment va mener un travail tous azimuts pour essayer de renforcer son action. Donc nous, ce message juste pour redire que le ministère des Outre-mer est bien sûr au service des Outre-mer et n'a bien sûr aucun a priori et essaye de renforcer au maximum ce dispositif comme les autres. Donc vos travaux seront particulièrement lus avec particulièrement d'attention et bien sûr nous continuons les travaux d'appui aussi à l'ADOM dans le cadre de sa réforme. Et donc nous essayerons de relever ce challenge de l'ambition. Voilà. Merci. Alors je vous propose d'arrêter cette audition à ce stade et je vous remercie vraiment pour toutes les contributions dont vous nous avez déjà fait part par écrit et celles que vous seriez amenés à nous faire par la suite de cette audition pour enrichir les travaux de la délégation. Merci et bonne fin de journée à toutes et à tous.